Donc, je voulais vous présenter en fait un petit sujet sur en fait un tour d'horizon de différentes ressources pour apprendre sur Elixir. En fait, j'avais échangé avec Mickaël la semaine dernière et en lui disant que j'avais découvert un site qui permet de faire des exercices que je trouvais sympa. Après, le sujet était on va dire un peu petit pour pouvoir faire une présentation, donc j'ai un peu élargi l'idée et donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses donc pour pouvoir apprendre Elixir et progresser. Donc, peut-être avant de commencer, déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui est, on va dire, perçoit comme débutant. Il y en a quand même. Hein. Bon. Donc là, pour commencer, au départ, j'ai appris quelques éléments de documentation. Donc pour commencer, bien sûr, il y a la documentation officielle. Donc là, j'ai mis les liens sur la présentation. On peut retrouver tous mes slides sont disponibles en ligne. Donc si vous voulez revenir sur des choses, il y aura la possibilité, hein, bien sûr. Je publierai le lien sur le. Ouais, d'accord. Ouais, et puis d'ailleurs, si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez intervenir et puis éventuellement on rajoutera les différentes ressources qui peuvent être intéressantes. Donc la documentation officielle. Sinon, pour ce qui est des API, il y a bien entendu également la documentation officielle. Pour ceux qui ont des Mac, il y a une petite appli là, qui s'appelle Dash, je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez pratique pour retrouver les API et puis c'est disponible offline en fait aussi. Donc, par exemple, quand on est dans le train, ça peut être pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, typiquement, tout à l'heure, on cherchait où est-ce que c'était Expand. Il suffit de taper Expand, on retrouve effectivement la documentation, où est-ce que c'est. Donc ça, c'est un petit outil qui est pratique. Bon, malheureusement, c'est disponible uniquement sur Mac. Bon. Oui, j'imagine. Bon, on pourra rajouter ça. Et donc, dans Dash, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter les docsets Elixir, mais également Erlang, pour toutes les API Erlang également qu'on peut pouvoir utiliser. Donc sinon, j'ai repris un site, la Elixir School, qui donne des petits cours en ligne. Alors ça, j'ai pas essayé. Je sais pas si certains d'entre vous ont essayé de jouer avec ce site. Non. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais je l'ai mis là. En tout cas, il y avait l'air d'avoir des exercices qui étaient, niveau vraiment introduction. Ça commençait par le Hello World. Et donc, ça peut peut-être être intéressant. Donc, il y a un livre chez Aurélie, là, Introducing Elixir, qui est pour vraiment niveau pour débuter, qui peut être bien. Donc après, pour progresser un peu, parce que ça c'était vraiment les bases là, il y a plusieurs livres là, donc, qui sont disponibles. Donc, il y a le livre, on va dire un peu historique, qui est Programming Elixir, qui est très bien. Ils viennent de sortir une version mise à jour pour Elixir 1.2. Donc ça c'est un livre qui est vraiment intéressant à posséder, je pense. Donc il y a le livre Elixir in Action, qui est peut-être un petit peu plus avancé sur certains sujets. Je sais pas, moi j'ai lu certains passages, je connais mieux Programming Elixir. Et récemment, il y a Programming Phoenix qui est sorti, donc qui est plus orienté sur le framework Phoenix, mais qui est intéressant pour les personnes qui souhaiteraient faire du web. Donc c'est quand même aussi. Donc j'ai retrouvé un certain nombre de tutoriels, donc ça qui vous prennent la main pour pouvoir faire des choses concrètes. Donc ça peut être intéressant également pour commencer à coder aussi. Donc il y a Études for Elixir, alors ça j'ai pas essayé, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Apparemment c'est un site qui est inspiré de ce qui se faisait sur Erlang. Ils ont repris, il doit y avoir un site un peu équivalent. Donc ça c'est open source, donc c'est accessible gratuitement.
Alors là, j'ai découvert un autre site, donc Learn Elixir the Funwell, un site qui est payant. J'ai pas pas de retour. Je ne sais pas si vous avez essayé certaines choses là-dedans, vous pouvez intervenir. Donc il y a ce site Meet Elixir donc, qui donne des cours, qui sont plus. Donc ça, je crois que ça doit être vidéo. Je n'ai pas essayé non plus. Il y a un essai gratuit. Et enfin, donc un tutoriel qui est plus orienté développement web, qui propose de créer un clone de Trello, donc avec Phoenix et le framework React. C'est vrai que dans certains langages, il y a des choses un peu équivalentes en Rails, par exemple. Donc ça, ça peut être intéressant pour effectivement progresser et coder en même temps. Alors ensuite, j'ai appris également, il y a un compte sur GitHub, un repo GitHub là, qui reprend l'Elixir Style Guide, qui propose des règles de codage. Donc c'est vrai que c'est ce qui se fait dans un peu tous les langages et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant de regarder à un moment donné quand on commence à coder pour avoir les bonnes pratiques. En tout cas, Donc enfin, j'ai également mis c'est intéressant de lire du code sur GitHub. Donc là, le lien que j'ai indiqué, c'est globalement, ça prend sur GitHub, ça trie les projets, on va dire, qui sont un peu à la mode pour Elixir. Donc c'est intéressant. Là, en général, il y a vraiment des ressources intéressantes. Et d'une manière générale, je trouve que c'est souvent assez lisible. Comparé à d'autres langages, Elixir, c'est vraiment assez lisible. Donc même des projets qui sont un peu complexes sont souvent bien documentés et relativement faciles à lire. Et ce sont des sources intéressantes pour progresser. Alors, des choses plus avancées. Donc là, je vais peut-être être moins performant parce que je ne suis pas encore tout à fait à ce niveau. Donc, il y a le livre Métaprogramming Elixir. J'ai commencé à le lire. Michael avait déjà expliqué un certain nombre de choses qui, à mon avis, proviennent de ce bouquin. Peut-être que tu as... donc là, c'est toute la partie, les macros, toute la métaprogrammation. Il y a des choses intéressantes. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a besoin immédiatement. C'est vraiment pour des besoins un peu spécifiques. C'est d'ailleurs ce qu'il explique. Il ne faut pas utiliser à toutes les sauces, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Pourtant, en liste, c'est recommandé. Ouais. En Elixir, il faut y aller avec plus de prudence sur les macros. Donc ensuite, j'ai repris des ressources Erlang parce que je pense qu'il y a un moment quand on veut vraiment devenir très à l'aise, il faut y passer au moins un minimum, comprendre la syntaxe et prendre des bases. Donc il y a ce cours, ce bouquin en ligne, Learn You Some Erlang for Great Good, qui est apparemment une ressource vraiment très, très connue pour Erlang. J'ai parcouru certaines parties, effectivement. Alors, il y a une partie qui est particulièrement intéressante dans ce livre-là, qui est le chapitre sur le distribunomicon. C'est toute la partie qui, on va dire, se penche sur la partie, on va dire, distribuée Erlang, avoir des systèmes qui ont plusieurs nœuds et toutes les problématiques qu'il y a derrière ça. Donc c'est un chapitre qui est relativement conséquent. Et si on veut effectivement faire la même chose en Elixir, globalement, ce sont ces ressources-là qu'il faut utiliser. C'est vrai que ça peut être intéressant à un moment donné. Il y a donc un autre livre, je crois même que c'est par le même auteur, Erlang in Anger, qui se penche sur finalement toutes les problématiques quand on veut mettre en production des systèmes sur la VM Erlang, toutes les problématiques à traiter. Et, donc ça, ce sont des ressources qui peuvent être intéressantes pour vraiment aller plus loin. Ça, donc peut-être. Avancé. Voilà. Bon, Mickaël, toi, tu connaissais. Alors,
Ensuite, j'ai repris tout un tas de ressources, donc là, qui sont globalement des ressources pour s'informer, et donc, tout ce qui est blog, les choses comme ça. Donc, il y a une newsletter qui est Elixir Radar. Je ne sais pas si certains connaissent. Ça, c'est vraiment intéressant de s'abonner. Donc, il suffit d'aller sur ce lien-là. On peut rentrer son mail. Après, on reçoit donc la newsletter toutes les semaines. Et c'est vraiment assez intéressant. Ça reprend, on va dire, beaucoup de choses, enfin des blogs, des articles de blog, des choses comme ça, tout ce qui sort, les sorties de nouvelles versions pour les librairies. Et c'est vraiment assez intéressant. Alors, des podcasts, il y a un podcast qui est dédié à Elixir, qui est quasiment toutes les semaines. C'est Elixir Fountain. Donc, c'est en anglais, par contre, comme beaucoup de choses, comme tout le reste d'ailleurs. Donc, ça peut. Enfin, C'est plus déroutant. Oui, bon, après, ça dépend si on est plus ou moins à l'aise en anglais, en fait. J'ai trouvé également, il y a The Changelog, il y a quelques podcasts avec des intervenants qui viennent du monde d'Elixir. Donc, il y en a 2-3 qui sont assez longs, presque de 1h40, je crois. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez jeter un coup d'œil. Il y a également 2 sites qui proposent des screencasts. Donc, il y a Elixir Sips, qui est, on va dire, le plus ancien. Ça fait déjà un bon moment qu'ils font des épisodes, peut-être un ou deux, peut-être même 2 par semaine. 2 par semaine. Et il y a plus de 200 épisodes. Donc là, il commence à y avoir vraiment pas mal de choses. Ça va un peu dans tous les sens parce que par moments, il se penche sur, par exemple, une librairie, il essaye de faire des choses. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est vraiment assez intéressant. Moi, je m'étais inscrit effectivement un mois. J'en avais téléchargé un certain nombre. Là, voilà, si vous voulez voir, il y a tous ces sujets-là. C'est un peu petit. Et c'est le style, c'est vraiment c'est des screencasts d'à peu près une dizaine de minutes où il fait du live coding. Et le gars, il est sacrément fort. Donc il y en a un autre qui est learnelixir.tv là. Celui-là, je connais moins. Il y a moins de contenu, par contre, c'est plus vraiment, on va dire, pour apprendre les bases du langage, ça part moins dans tous les sens que le précédent. C'est $18 et c'est one shot, donc c'est un abonnement à vie, entre guillemets. Ça peut être intéressant justement pour débuter. Enfin, l'autre, il est bien pour vraiment, on va dire, se tenir informé, avoir vraiment des sujets régulièrement. Autant celui-ci, il est peut-être mieux pour vraiment apprendre. Donc sur Twitter, il y a un mot-clé, la MyElixir Status, où les différentes personnes peuvent, on va dire, c'est quelque chose qui est utilisé pour dire ce que vous faites si vous relisez votre librairie, des choses comme ça. Donc c'est un moyen de se tenir informé, à mon avis. La newsletter, on va dire, reprend les choses importantes qui passent sur ce fil-là. Donc, c'est pas forcément, pas obligé de regarder ça tout le temps. Mais bon, je l'ai repris. Alors, les blogs, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment en train d'exploser. Il y a beaucoup de news, beaucoup de gens qui écrivent des articles sur Elixir. Donc là, j'ai repris quelque part les principaux blogs, on va dire généraux qu'on retrouve. Donc ça c'est des ressources que j'ai retrouvées principalement sur la newsletter. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Il y a le blog sur Plataformatech, c'est la société de José Valim là. Donc il y a ce site là également, Learning Elixir, où il y a pas mal de choses intéressantes. Un site Medium là, qui est un site qui publie des articles. Il y a des catégories Elixir, il y a pas mal de choses également. J'ai pris deux autres blogs là où il y a pas mal d'articles. On va dire c'est assez fourni. Bon, là c'est un peu de tout, donc c'est difficile à catégoriser.
Sur certains sujets, alors ça, c'est des choses peut-être que je m'étais intéressé, donc j'avais des liens, j'ai repris ça. Bon, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai retrouvé aussi pas mal de choses sur tous les sujets de robotique, Internet of Things. Donc ça, c'est un sujet, enfin, c'est des choses qu'on n'a jamais parlé dans ce meet-up. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Moi ce n'est pas forcément mon truc, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ces trucs-là, je trouve ça assez intéressant. Et il y a pas mal de projets qui sont en train de se développer, en particulier le projet Nerves. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça regroupe un certain nombre d'outils pour programmer dans l'embarqué en Elixir, principalement. Il y a ce site-là, robo.ex, un site où un gars qui fait de la robotique, il y a pas mal de trucs intéressants également. Ouais, je pense que ça doit être un Canadien. Il y a également un autre... Comment? Oui. Celui-là, je l'ai mis, il n'y a pas forcément énormément de choses, mais je trouve drôle le nom. Donc. Également, pour tout ce qui est, enfin, tous les sujets de networking, ça, il y a un blog là, de David Beck qui est assez intéressant. Le gars, on va dire, il fait une série d'articles, il y a au moins une dizaine, où il essaye il reconstruit, on va dire, un framework pour faire des clusters, en fait, avec toutes les problématiques qu'il y a. C'est assez poussé comme sujet. C'est assez intéressant comme... Alors, pour ce qui est des conférences, donc il y a une page à GitHub qui on va dire, reprend les conférences qui se sont passées avec en général des liens pour tout ce qui est des liens vidéo, également les conférences à venir. Donc d'ailleurs, un sujet, il y a la conf Elixir Conf EU qui est le 11-12 mai à Berlin. Donc, je ne sais pas s'il y en aurait qui seraient intéressés pour y aller. Moi j'y réfléchissais. C'est pas donné, c'est ça. C'est le problème, effectivement. Ça doit être, je crois, c'est 480 € pour les 2 jours. Bon, pour ceux qui peuvent se faire financer ça par leur boîte, ça peut être intéressant. Mais, ouais. Bon, je l'ai mis. J'ai un autre lien là sur les enregistrements de l'Elixir Conf là, de l'an dernier. Alors, bon, tout ça c'est bien d'apprendre, mais effectivement, il faut coder un peu aussi. Donc là, j'ai repris quelques petites choses. Donc on l'a vu avec Damien, c'est très pratique d'utiliser le shell IX. C'est vrai que pour ceux qui viennent du monde des langages compilés, on n'a pas forcément ce réflexe d'utiliser l'interpréteur pour venir faire des choses et de l'avoir toujours à côté. Ça, c'est un petit, on va dire, une petite habitude qu'il faut prendre si on ne l'a pas déjà, parce que ça fait gagner pas mal de temps d'utiliser cet outil-là pour tester quelques lignes de code. Souvent, ça va plus vite que de faire des tests unitaires, des choses comme ça, vraiment. Donc, une autre chose qui peut être intéressante, c'est de reprendre des projets qu'on a déjà écrits quand on débute, parce qu'au moins, on n'a pas le problème de vouloir résoudre certains problèmes, mais on est vraiment obligé, on peut se concentrer vraiment sur apprendre le langage, essayer de coder comme il faut, avec la façon. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué et qui, je trouve, c'est une manière, on va dire, assez efficace d'apprendre un langage rapidement. Bon, après, il faut, autre chose, il ne faut pas hésiter à essayer de contribuer sur des projets open source. Alors, donc là, on arrive sur la partie finale de cette présentation. C'est de là d'où c'était parti. J'ai découvert ce site-là, Exercism, qui permet de faire des petits exercices, des katas,
et qui, enfin, que je trouve assez intéressant parce que justement, j'avais du mal à trouver du temps pour coder en Elixir parce que je ne peux pas faire ça dans le cadre de mon métier, donc je fais ça à la maison. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver du temps. Je pense que. Donc. Alors, est-ce que j'ai foutu ça? C'est là. Donc voilà, c'est un site, Exercism, c'est un site communautaire sur lequel on peut venir. Alors déjà, il propose un certain nombre de langages, il y en a beaucoup, donc dont Elixir. Et il propose donc une quarantaine d'exercices, un peu plus de 40 exercices qu'on peut résoudre. Et donc le fonctionnement est le suivant, on télécharge un petit client en ligne de commande qui permet d'avoir une commande fetch qui permet de récupérer le prochain exercice à résoudre. Et puis donc ensuite on a un test unitaire et le module à coder. Et donc on progresse comme ça, donc on fait les premiers tests. Après on vient décommenter tous les tests qui sont en pending, on les résout un par un. Et puis donc c'est assez simple à utiliser et ma foi c'est des choses qui peuvent être faites relativement vite. Donc on n'a pas besoin d'avoir 3 heures devant soi. Si on a un peu de temps, on peut commencer à s'attaquer à ce genre de problème. Et puis moi, ça s'est révélé être assez intéressant pour progresser parce que, déjà, c'est les sujets, on va dire, sur lesquels on peut progresser, c'est tous les API de base, tout ce qui est manipulation de chaînes, les listes, les API enum, des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup utilisé, donc effectivement, on apprend à les pratiquer. Et également, donc, quand on a résolu l'exercice, on peut le soumettre. Et donc ça donne accès en fait à toutes les solutions des autres personnes qui ont résolu les exercices. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comparer avec ce que les autres ont fait. On retrouve des fois des personnes en plus qui sont connues, donc c'est assez amusant de justement pouvoir comparer. Et c'est vrai que moi je me suis retrouvé à regarder les solutions de certaines personnes et puis quand je trouvais des personnes qui faisaient des trucs sympas, j'en ai repéré 3-4 à chaque fois, effectivement, parce que j'allais regarder ce que ceux-là avaient fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. Et je peux vous montrer un peu ce que ça donne. Donc pour montrer un peu de code. Donc quand on récupère un nouvel exercice, ça se présente donc comme ça. On a un module qui n'est pas implémenté, donc on va dire on va dire un squelette des fonctions qui seront implémentées. Alors également, il y a donc un test unitaire qui est fourni là donc, et puis donc les différents exemples sont mis en pending. Donc sont pas testés et donc au fur et à mesure on les décommente, on enlève le pending pour pouvoir justement tester les exercices. Donc au début ça commence en général simplement et puis on a quelques surprises, ça se complexifie. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche là. Sur X là. Donc là, au début, on lance le test, forcément, ça passe pas. Et puis, on peut tester. Donc voilà, là, globalement, c'est quelque chose qui demande de faire la somme. Donc là, on peut faire. Donc voilà, donc après on vient, et ainsi de suite. Donc ouais, je peux vous montrer également, donc effectivement.
Donc là, après, il y a des personnes qui peuvent venir mettre des commentaires. Par exemple, là, j'ai proposé une solution. Il y a une personne qui m'a mis effectivement un commentaire. Donc ça peut être intéressant également d'avoir des gens qui commandent. Bon, ça n'arrive pas à chaque fois, hein, clairement. Donc également, donc pour revenir, des fois on tombe sur quelques solutions assez intéressantes. Donc là, pour on va dire revenir sur le thème des macros justement, là il y avait un exercice qui était sur les conversions de nombres des décimaux là en chiffres romains. Donc sur lequel moi j'avais fait une première solution. J'avais un peu galéré pour ça. Et donc là, il y a un des gars là, qui proposait effectivement une solution où il venait faire une boucle et il générait des fonctions, il gérait comme ça une dizaine de fonctions qui convertissaient en fait un nombre en chiffres romains et qui faisaient de la récursion entre toutes ces fonctions. Voilà. C'est le genre de choses, on va dire, un peu amusantes sur lesquelles on peut tomber. Et puis, bon, après, effectivement, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut coder, mais bon, le but, c'est de faire des exercices. C'est un peu pour illustrer ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou... Bon, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps et qui veulent commencer à coder des choses, on va dire, c'est un petit truc qui est un peu assez amusant. Après également, on peut, comme c'est quelque chose d'open source, on peut même venir proposer soi-même des exercices. Là, j'ai trouvé pour le moment que ça manquait d'exercices, on va dire, purement Elixir. Parce que c'est vrai que c'est un site qui est multilangage et il y a un certain nombre d'exercices qui sont portés des autres langages. Et il n'y a pas grand-chose, par exemple, pour apprendre sur tout ce qui est process, arbre de supervision, des choses comme ça. Ça serait intéressant pour tout ce qui est un peu plus spécifique Elixir. Il n'y a pas vraiment ça pour le moment. Je suis tombé juste un seul exercice où il y avait des process. Alors, pour mon expérience, moi, elle est un peu particulière dans le sens où, effectivement, j'ai lu pas mal de choses et pendant longtemps, j'avais du mal à me mettre à coder parce que peut-être je voulais faire des trucs trop compliqués ou justement, j'avais pas forcément le temps. Je me suis rendu compte à un moment, c'est que je lisais trop de trucs et puis du coup, je voulais faire des choses beaucoup plus poussées que finalement ce que j'étais capable de faire parce que justement, j'avais pas assez codé en Elixir et qu'il fallait que je revienne. Donc c'est pour ça que ce site-là, j'ai trouvé très intéressant parce que ça m'a permis quelque part de me ramener à un niveau d'être un peu plus à l'aise avec vraiment la syntaxe, pouvoir faire des choses plus vite également, parce que et bien maîtriser toutes ces structures de base. Alors après, effectivement, j'avais déjà lu pas mal de choses. Donc je pense que dans ce que j'ai cité, je pense qu'au début, il faut commencer. Justement, j'ai essayé de mettre les ressources effectivement par niveau et après, alors, un des conseils que je peux avoir, c'est que quand on lit des livres, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant d'avoir à côté de soi le shell, l'IEX, pour pouvoir tester ce que tu lis, parce que si tu ne pratiques pas, ça s'oublie très très vite, quoi. C'est avoir au moins essayé le code une ou deux fois, je pense que c'est déjà un minimum, mais ce n'est même pas suffisant parce qu'effectivement, quand tu l'essayes, c'est un premier niveau de mémorisation, mais tu ne l'utilises pas pour résoudre des problèmes, en fait. Donc, c'est parce que c'est de l'utilisation immédiate, en fait. Pour pouvoir vraiment, je pense, bien comprendre les choses, il faut avoir eu à résoudre des problèmes et utiliser des outils. Et une fois qu'on a fait ça, justement, on apprend de manière durable, je pense. Dans le programming Elixir aussi, tous les chapitres ont des exercices. Ouais. Bon, ouais, alors moi j'ai pas essayé ça. Celui-là, je le lisais au lit, donc c'était pas idéal pour coder. Mais bon. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, le shell, là, ça c'est un bon réflexe à avoir. Effectivement, essayer de faire des exemples de code quand on lit des ressources, c'est quelque chose à mon avis d'essentiel. Mais déjà, avec tout ce que j'ai indiqué là, je pense que vous
pourrez regarder les liens, trouver qu'est-ce qui vous convient. Je pense qu'il y a vraiment, j'étais même surpris qu'il commence vraiment à avoir beaucoup de ressources pour un langage qui est finalement assez jeune. Hein. Il y a beaucoup de ressources et beaucoup de ressources de qualité.